Vous pensez probablement que la dépression est une maladie moderne, un effet secondaire des écrans, des villes et de trop de confort. Mais voilà, il y a des milliers d'années, les hommes anciens la ressentaient aussi, et c'est ce qui les maintenait en vie. Imagine un bonhomme allumette près d'un feu, les épaules basses, les yeux fixés sur les flammes. Pas de thérapie, pas de diagnostic, pas de mots. Mais le cerveau à l'intérieur de ce crâne, c'est essentiellement le nôtre. Le même câblage, les mêmes substances chimiques, la même capacité à sombrer. Il s'avère que la réponse à la question de savoir s'il souffrait de dépression change en réalité ce que la dépression signifie pour nous aujourd'hui. Ralentissons un instant et employons les mots justes, car la tristesse et la dépression ne sont pas du tout la même chose. La tristesse est un signal. Tu perds quelque chose, tu le ressens, puis tu continues ta vie. L'humeur maussade dure plus longtemps, pèse davantage, mais reste liée à quelque chose de réel, ici, devant toi, maintenant. La dépression, c'est différent. La dépression, c'est quand le signal reste bloqué et refuse tout simplement de te lâcher. Quand l'obscurité cesse de désigner quoi que ce soit de précis et reste simplement là, silencieusement, jour après jour après jour. Quand je dis humain ancien, je ne parle pas des hommes des cavernes de dessins animés. Je parle de gens fondamentalement comme nous. Homo sapiens, il y a environ 300 000 ans. Même forme de crâne, même système nerveux, même volume cérébral. Ils ont ri, ils ont pleuré, ils ont préparé demain, ils ont rêvé la nuit, ils ont aimé, ils ont perdu, ils ont profondément souffert. Nous avons tendance à parler de la dépression comme s'il s'agissait d'un bug dans un logiciel moderne apparu avec l'électricité et le courrier électronique. Mais le matériel est ancien, très ancien. Notre cerveau d'aujourd'hui est essentiellement le même que le leur il y a bien longtemps. Si notre cerveau peut faire cela, cette capacité était déjà là, fonctionnant discrètement, il y a des milliers d'années aussi. Si ce genre de sujet t'intéresse, abonne-toi, je parle de choses qui me passionnent vraiment. Voici l'image que je veux que tu gardes en tête. Notre cerveau n'a pas vraiment changé, mais notre monde, lui, a complètement changé. Presque tout dans notre façon de vivre aujourd'hui, les villes, les écrans, les emplois, les réveils, les crédits immobiliers, est totalement nouveau à l'échelle de l'évolution. Voilà ce qu'il faut savoir. Leur monde présentait une différence avec le nôtre, et cela déterminait ce qu'une humeur maussade provoquait réellement. Remettons en question une idée reçue. Beaucoup imaginent la vie ancienne comme simple, et la simplicité comme synonyme de bonheur. Pas de patron, pas d'impôts, pas d'embouteillage. Juste de l'air frais, une bonne lance et pas grand-chose dont se soucier. Sauf que c'est un fantasme. La vie des chasseurs-cueilleurs était bien des choses, mais douce, ça n'en a vraiment jamais fait partie. Les humains anciens faisaient face à des pertes constantes. Une chasse échouait, et soudain, tout le groupe restait affamé cette nuit-là. Un cousin s'est infecté à cause d'une petite coupure, et il est mort en une semaine. Un enfant n'a pas survécu à l'hiver. Une grossesse s'est terminée dans le silence. Un parent a été déchiqueté par un prédateur et n'est tout simplement jamais rentré à la maison. Imaginez que vous êtes quelqu'un dans ce monde. Vous auriez enterré plus de gens à 20 ans que la plupart n'en enterrent à 50. Tu as ressenti la douleur d'un visage absent près du feu plus de fois que tu ne peux le compter. Ce n'est pas une vie simple et heureuse. C'est du chagrin programmé, encore et encore. Et il s'avère que les scientifiques ont découvert que ces baisses de morale sont anciennes, pas modernes, bien plus vieilles qu'on ne le pense. Quand les chercheurs étudient la dépression, les neurotransmetteurs, les hormones du stress, la façon dont le corps ralentit, ils observent des systèmes que nous partageons avec les mammifères. Ce n'est pas une application que nous avons installée, c'est plus ancien que l'agriculture, plus ancien que les foyers, probablement plus ancien que notre espèce. Voici donc l'énigme. Si la dépression est aussi ancienne et qu'elle fait autant souffrir, pourquoi l'évolution l'a-t-elle conservée ? La nature n'est pas sentimentale. Si un trait persiste pendant des centaines de milliers d'années, c'est qu'il a généralement servi à quelque chose. La première réponse que proposent les scientifiques porte un nom un peu lourd, l'hypothèse de la rumination analytique. Mais ne vous souciez pas de l'étiquette. L'idée est simple.
Quand quelque chose de grave se produit, votre cerveau veut que vous vous arrêtiez pour comprendre pourquoi. Pas la pensée rapide, la pensée lente. Une réflexion attentive, obsessionnelle, qu'on rejoue encore et encore, qui retourne le problème sous tous les angles. L'humeur basse impose ce ralentissement. Vous perdez l'intérêt pour la nourriture, pour le sexe, pour la compagnie, pour le bruit autour de vous. Tu t'assieds avec le problème. Tu le retournes. Tu cherches l'élément qui t'a échappé la dernière fois. Dans la vie moderne, cela ressemble à rester allongé sur le canapé, à fixer le plafond pendant des heures entières. Dans la vie ancienne, cela ressemblait à s'asseoir près du feu, en silence, pendant que le reste de la tribu s'affairait autour. La sélection naturelle a conservé ce mécanisme parce qu'il fonctionnait parfois. Un chasseur qui échouait sans cesse devait se demander pourquoi. Un parent qui a perdu un enfant a dû réapprendre à avancer dans le monde à partir de ce moment-là. Une personne trahie devait comprendre à qui se fier la prochaine fois. Les décisions hâtives pouvaient te coûter la vie. Une réflexion lente et douloureuse pourrait en fait vous sauver. C'est le premier argument avancé par les partisans de l'hypothèse de la rumination analytique. Il y a un second aspect. Le retrait permet de conserver l'énergie après un échec. Si vos 3 dernières chasses ont échoué, une nouvelle tentative devient risquée. Le corps tire la prise. Repose-toi, attends, récupère. Réessaie quand les chances reviennent en ta faveur. La dépression, vue sous cet angle, est une sorte de pause forcée. Pas du tout un dysfonctionnement. Simplement un frein. Mais une seule hypothèse ne peut expliquer tout un monde intérieur. Les humains ne sont pas de simples machines à résoudre des problèmes. Quelque chose d'autre se produit. Voici ce qui distingue la dépression d'une simple baisse de morale. La dépression a besoin de la conscience de soi pour se former pleinement en vous. Tu dois penser à toi-même. Comparer qui tu es aujourd'hui à celui que tu pensais devenir. Tu dois projeter un futur toi-même et en être déçu à l'avance, avant même qu'il n'arrive. Il te faut te souvenir d'un toi d'autrefois et le pleurer. Ce genre de deuil exige un esprit particulier. Les animaux ressentent la tristesse. Les animaux font leur deuil. Mais la forme complète et vertigineuse de la dépression exige un esprit qui s'observe lui-même. Et les humains anciens possédaient absolument cette capacité. Nous le savons parce qu'ils en ont laissé des traces discrètes partout. Des sépultures dans des grottes, avec des fleurs et des outils déposés soigneusement près du corps. De l'ocre rouge pressé sur la peau du défunt. L'art sur les murs de pierre créé par des gens qui voulaient laisser une trace. Des rituels de deuil encore visibles aujourd'hui. On ne peint pas sur la paroi d'une grotte sans imaginer qu'un autre viendra la regarder plus tard, bien plus tard. On n'enterre pas un ami avec son outil préféré, à moins de l'imaginer, d'une manière ou d'une autre, en avoir encore besoin là-bas. C'est un esprit conscient de lui-même, le même esprit qui reste éveillé à 3 heures du matin, se demandant s'il a tout gâché. Ce qui ouvre une possibilité bien plus sombre sur la vie intérieure que nos ancêtres portaient en silence tout au long de ces longues nuits. S'ils avaient les mécanismes de la dépression et des raisons constantes de souffrir, dans un monde plus rude que le nôtre, alors certains d'entre eux ont presque certainement ressenti des états qui ressembleraient, vus de l'intérieur, à ce qu'on appelle aujourd'hui une dépression clinique. Parlons maintenant des déclencheurs spécifiques, car c'est là que ça devient vraiment intéressant pour nos ancêtres. L'exclusion sociale d'une tribu équivalait presque à une condamnation à mort. Un humain seul dans la savane n'était qu'une proie. Vous aviez besoin du groupe pour chasser, pour vous réchauffer, pour prendre soin des enfants et pour vous défendre contre chaque prédateur alentour. Alors, quand quelqu'un était mis à l'écart, pour tricherie, mensonge ou paresse, le corps enregistrait ce rejet comme une menace pour la survie. Voilà pourquoi la douleur sociale fait toujours mal. Ton cerveau utilise les mêmes circuits pour les os brisés et les liens brisés. Les humains anciens vivaient dans ce circuit chaque jour. Le statut comptait, la réputation comptait. Ceux qui vous faisaient confiance étaient votre filet de sécurité.
Et lorsque ce filet s'est déchiré, l'effondrement fut rapide et profond, entraînant tout ton système dans une retraite silencieuse. La perte de statut déclenchait un gel dépressif. Si tu défiais une personne de rang supérieur et que tu perdais, te taire devenait la sage décision. Ta posture s'est effondrée, ta voix s'est éteinte, ton appétit a disparu. Tu es devenu quasiment invisible au sein de la tribu pendant un moment. Ça a l'air atroce, et ça l'était, mais ça vous gardait en vie. Le vainqueur n'avait pas besoin d'achever le travail. L'hiver amplifiait tout. Journées courtes, corps glacés, moins de nourriture, moins de lumière. La tribu se resserrait autour du feu. Si vous étiez déjà en difficulté, la saison pesait encore plus lourd. Et les études montrent que nous portons toujours ce rythme ancestral aujourd'hui. La douleur chronique était un autre fardeau. Pas d'antidouleur, pas de chirurgie. Si ton dos lâche à 30 ans, tu le portes toute ta vie. Si une chasse te brisait les côtes, elle guérissait comme elle guérissait. La douleur use l'esprit, lentement, silencieusement, constamment. Les humains de l'Antiquité vivaient dans des corps qui souffraient d'une manière que la plupart d'entre nous aujourd'hui auraient bien du mal à imaginer supporter. Et il y a un autre élément que les gens oublient. Pendant la majeure partie de notre évolution, nous étions des proies. Les grands félins nous chassaient, les ours nous chassaient, les hyènes nous chassaient. Les scientifiques appellent parfois ces créatures des super-prédateurs, des animaux conçus pour vous dévorer. Vivre sous cette menace, génération après génération, a façonné un seuil de peur que nous portons encore en nous aujourd'hui. Un système nerveux à fleur de peau, un cerveau qui scrute l'obscurité, un corps qui se souvient de tout ce qui s'est passé avant. Pourtant, ils ne se sont pas effondrés comme nous le faisons parfois. C'est cette partie qui empêche les chercheurs de dormir. Avec tous ces déclencheurs, la perte, la douleur, les prédateurs, on s'attendrait à ce que leur vie intérieure ne soit qu'une longue spirale. Mais cela ne semble pas vraiment avoir été le cas. Quelque chose dans leur monde le contenait discrètement à chaque fois. Voici le résultat. Leur dépression avait une forme. Elle était aiguë. Elle était situationnelle. Elle était sociale. Aiguë signifie que c'est arrivé brutalement, a joué son rôle, puis est passé. Situationnel signifie lié à un événement réel, une mort, un échec, une saison, une blessure. Quand la situation changeait, l'humeur changeait avec elle. Et sociaux, ce qui veut dire qu'il n'était presque jamais seul dans cet endroit sombre. Le groupe le repérait toujours très tôt. Si quelqu'un arrêtait de manger, le groupe le remarquait avant midi. Non pas parce qu'ils étaient experts en santé mentale, parce qu'ils étaient une trentaine, et tout le monde se mêlait des affaires de tout le monde, toute la journée, tous les jours. Quelqu'un s'est assis à côté d'eux. Quelqu'un a partagé de la nourriture. Quelqu'un a raconté une histoire. Quelqu'un a doucement posé la main sur leur épaule. Le signal a été entendu. La dépression moderne ne ressemble souvent en rien à cela. La nôtre tend à être chronique, diffuse, solitaire. Elle ne vise pas toujours quelque chose de précis. Elle apparaît en bonjour, sans raison, et elle reste des mois. Elle nous surprend souvent seuls dans une pièce, sans que personne ne s'en aperçoive, pendant très longtemps. Même cerveau, contenant différents. Des études montrent que les communautés traditionnelles très soudées connaissent les taux de dépression à long terme plus faibles que les sociétés industrielles. Pas zéro, personne n'échappe à la tristesse. Mais les chiffres changent vraiment quand le cadre change. Ce sont des données, pas des suppositions. Question dérangeante. Si la mécanique est identique et si les schémas déclencheurs sont ancestraux, alors qu'est-ce qui nous distingue vraiment? Alors ce qui a changé, ce n'est peut-être pas notre cerveau, c'est ce qu'on a construit autour. Pensez à tout ce que la vie moderne a supprimé. D'abord le coussin social. La plupart d'entre nous ne vivent pas dans des groupes de 30 personnes qui connaissent notre nom et notre histoire. Nous vivons dans des appartements. Nous faisons la route seuls.
Nous mangeons seuls plus que n'importe quels humains dans l'histoire. Jamais. Quand nous sombrons, il n'y a souvent personne à portée de main pour s'en rendre compte. Nous avons remplacé les rituels de statut par une comparaison sans fin. Dans une tribu ancienne, tu savais où tu te situais parmi la trentaine de personnes auxquelles on te comparait. Aujourd'hui, nous faisons défiler des milliers d'inconnus chaque jour, la plupart mettant en scène leurs meilleurs moments, et nos cerveaux ancestraux tentent de nous classer. Nous perdons encore et encore face à des gens que nous ne rencontrerons jamais. Puis nous avons supprimé la nature et les longues promenades. Nous avons supprimé les repas partagés. Nous avons supprimé le feu autour duquel tout le monde se rassemble le soir. Tous nos repères ont disparu. Notre organisme est conçu pour le mouvement, la lumière du soleil, la tribu, le toucher. Mais aujourd'hui, ce sont des choses qu'il faut planifier et payer. Je n'idéalise pas le passé. La vie ancienne était rude à des égards que je n'échangerai pour rien au monde. J'aime les antibiotiques, j'aime le chauffage, j'aime pouvoir m'asseoir ici et te parler à travers un écran. Mais en lisant la conception de notre propre esprit, il vaut la peine de remarquer ce que cet esprit a été conçu pour attendre et ce que nous avons discrètement cessé de leur offrir. Alors que penseraient vraiment nos ancêtres de notre version moderne? Voilà la boucle dans laquelle je veux te laisser. Imagine que tu expliques Instagram à un chasseur-cueilleur. Vous leur montrez un petit rectangle lumineux et vous dites « Regardez, ce sont des photos de gens, des milliers. La plupart, tu ne les rencontreras jamais. La plupart semblent plus heureux, plus riches et plus beaux que toi. Vous allez fixer cet appareil des heures chaque jour, et après, vous vous sentirez souvent moins bien dans votre propre vie. Ils reconnaîtraient cette douleur. La comparaison, le sentiment d'infériorité, se sentir insignifiant dans la foule, ce sont des émotions anciennes. Ils reconnaîtraient la forme. Mais ils ne reconnaîtraient pas le déclencheur. Leur groupe de comparaison comptait 30 visages, pas 30 000 visages. Leur foule, c'étaient des gens qui les nourrissaient, pas des inconnus qui leur vendaient des choses. Le sentiment lui-même est ancien. Le contexte est entièrement nouveau. C'est le recadrage auquel je reviens sans cesse. La dépression, du moins en grande partie, n'est pas une émotion défaillante. C'est un signal ancien. Fais une pause, retire-toi, réfléchis, reste immobile et attends que la situation change. Ça marchait quand la situation finissait vraiment par changer. Ça marchait quand la tribu venait s'asseoir avec toi. Ça marchait quand la pause avait une fin. Là où ça cesse de fonctionner, c'est quand la pause n'a pas de fin, quand le signal se déclenche et que rien ne lui répond. Quand ton corps te dit de ralentir et de te tourner vers le groupe et qu'il n'y a plus de groupe vers qui te tourner. Quand la rumination n'a aucun problème à résoudre, parce que le problème, c'est simplement tout, doucement, qui bourdonne en permanence. Le sentiment n'est pas brisé, c'est peut-être le contexte qui l'est. Et c'est pourquoi la prochaine question compte encore plus maintenant. Dès que vous voyez la dépression comme un vieux signal dans un monde nouveau, vous vous posez la même question sur d'autres émotions. De l'anxiété, de l'ennui, du vide, de la solitude aussi. Les humains d'autrefois n'avaient pas de thérapeute, mais ils avaient la lumière du feu. Ils avaient partagé les repas, les mains familières et le doux murmure constant d'autres personnes respirant tout près, toujours. Certaines choses que nous considérons aujourd'hui comme des symptômes, ils les prenaient pour un simple caprice du temps, parce que le temps finissait toujours par changer. Si tu dois retenir une seule chose, retiens celle-ci. Quand tu te sens au plus bas, ton cerveau ne dysfonctionne absolument pas. Il tourne avec un très vieux logiciel qui réclame de très vieilles choses. Des journées plus lentes, de vrais visages, la lumière du soleil, le mouvement, des gens tout près, être utile à quelqu'un à portée de main. Ces principes de base ne sont pas toujours en remède, mais c'est là que la conception commence. Si tu te demandes comment d'anciens sentiments entrent en collision avec de nouvelles vies, abonne-toi. J'explique simplement des choses que je trouve intéressantes. Il y a d'autres vidéos sur la chaîne à propos de cet étrange héritage avec lequel nous vivons tous discrètement aujourd'hui. Et voici la question suivante qui attend. Les humains anciens ressentaient-ils aussi la solitude? La solitude cache peut-être une histoire plus étrange. Même cerveau, mais un contenant différent. Et le contenant compte peut-être encore